et d'écouter par l'application si vous avez besoin d'interprétation vers le français. Voici l'ordre du jour. Avant de céder la parole à Tim pour la reconnaissance du territoire, ensuite chaque présentateur va nous présenter leur projet, nous donner un aperçu. Et ensuite, nous parlerons du modèle climatique et on va parler du débit de l'eau et des prédictions. Et ensuite, on va finir avec les questions-réponses. Donc, je vois que vous n'avez pas activé vos micros. Vous pouvez écrire vos questions dans la boîte de clavardage et on lira vos questions à la fin. Tim, je vous cède la parole. On peut commencer. Un petit moment. Bonjour à tous, je m'appelle Tim Turey, je suis un de vos hôtes pour le webinaire d'aujourd'hui. Je suis un Mohawk d'Akwesasne qui a étudié à l'Université du Nouveau-Brunswick sur les terres non cédées et non soumises des peuples Wolastoqiyik. Ce territoire est couvert par les traités de paix et d'amitié que les Wolastoqiyik ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1725. Les traités ne portaient pas sur la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient en fait le titre des Wolastoqiyik et établissaient les règles de ce qui devait être une relation permanente entre les nations. Le webinaire d'aujourd'hui est principalement axé sur les Wolastoq. Les Wolastoq a été la ligne de vie des peuples Mi'kmaq, Wolastoqiyik, Passamaquoddy, Penobscot et les Abénaquis depuis des temps immémoriaux. Nous espérons que cette présentation vous aidera à en apprendre davantage sur la science du Wolastoq, tout en sachant que nous en avons beaucoup à apprendre sur le plan culturel et spirituel pour mieux comprendre les eaux que nous connaissons sous le nom de Wolastoq. Donc, il y a trois parties de ce projet de recherche dont nous allons parler aujourd'hui. La première partie, les Dr Bourque et Chalabi ont combiné leurs efforts pour la première partie de ces recherches en raffinant les dynamiques de débit d'eau du bassin supérieur de Wolastoq. Ils ont utilisé des modèles pour créer des représentations numériques contemporaines des conditions hydriques contemporaines et futures du bassin supérieur de Wolastoq. Dr. Key est responsable de la deuxième partie de ce projet, qui veut dire améliorer les indicateurs en termes de qualité de l'eau. Et ensuite, les résultats, ce sont une cartographie de la qualité de l'eau de ce bassin et on identifie les zones où la qualité de l'eau est inférieure dans le système de bassin Wolastoq supérieur. Et on a également, on va augmenter, sensibiliser les parties prenantes pour traiter les enjeux qui affectent la santé du bassin Wolastoq. Donc, on veut intégrer la planification des solutions pour remédier aux enjeux du bassin Wolastoq. Merci de participer à cette rencontre. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir trois merveilleux présentateurs. On avait le Dr Bourque de l'Université du Nouveau-Brunswick qui va présenter son projet, le Dr Chalabi, qui est allemand affilié avec l'Université du Nouveau-Brunswick, qui va parler du modèle de climat régional. Et ensuite, on a le Dr Cui de l'Université du Maryland, qui va parler de la qualité de l'eau. Dr Bourque, nous vous invitons à prendre la parole et débuter notre webinaire. Avant de débuter, j'aimerais remercier les modérateurs et
Je ne pense pas qu'on sera en mesure de présenter aujourd'hui sans leurs efforts. Donc, le projet, c'est un projet d'une durée de 3 ans. Nous en sommes à la 2e année. Et le titre du projet, c'est la qualité de l'eau et les dynamiques d'aujourd'hui dans le bassin supérieur de Woolastock. Donc, c'est en 3 parties. La première partie, on parle des dynamiques du débit d'eau d'un point de vue critique, mais également d'un point de vue du modèle. On va regarder les aspects empiriques de la première partie et ensuite, le Dr Chaladi va regarder les résultats en termes du modèle régional climatique. Ensuite, ce sera la Dr Shi qui prendra la parole. Il y a beaucoup plus de participants à ce projet, surtout dans la 2e partie. J'aimerais les nommer. Premier, le Dr Fan Yung Mong et Dr Sheng Li d'Agriculture Canada. Et bien sûr, ce webinaire a été organisé grâce aux efforts de Kim Reader. Donc, la première partie, ce dont je vais parler aujourd'hui, on va regarder les contrôles pour les crues printanières dans le bassin supérieur de la Woolastock. Les informations qui nous ont été fournies, vous pouvez les retrouver dans l'étude. Le projet est très technique et très difficile à présenter en 20 minutes. Donc, ce que je ferai, c'est vraiment me concentrer sur les résultats plutôt que de traiter des aspects techniques. L'étude dont on parle a été publiée dans le journal d'hydrologie. Ça a été révisé par les pairs. Et nous avons confiance dans ce que nous avançons aujourd'hui. Donc, la première partie, c'est que le bassin Woolastock déborde souvent. C'est un problème qui a attiré notre attention. Il y a également des questions soulevées sur la couverture des terres et le rôle que ça joue dans les dynamiques du débit d'eau. Donc, est-ce que les couvertures de sol, est-ce qu'ils ont ça un impact ou non? Dans la littérature scientifique, il semble que parfois ça a un impact, ça augmente les inondations, parfois non. Donc, pour la Woolastock, c'est les questions que nous sommes posées. On a parlé également du changement climatique. Quels impacts cela aura-t-il, du moins au cours des 20 dernières années? Donc, nous aimerions en voir le point de vue historique et en utilisant des modèles numériques, on aimerait se projeter vers l'avenir. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est de caractériser les processus hydrologiques et essayer de solliciter vos rétroactions. Un autre des objectifs, c'est d'évaluer le lien entre la couverture des sols, les crues printanières de 2001 à 2018. Donc, voici le domaine d'études. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez le lieu du bassin supérieur de la rivière Woolastock. Donc, c'est souligné en rouge. Donc, certains des détails. Donc, les écoulements d'eau, donc vous pouvez voir. Donc, c'est vraiment les sous-bassins hydrologiques sont vraiment de grands bassins. Donc, ça indique
qu'il y a des stations hydrologiques virtuelles, donc des stations météorologiques, pardon. Il y en a très peu près de ces sous-bassins hydrologiques. Nous avons dû utiliser des données existantes. Les hydrogrammes où les données hydrologiques sont recueillies près de chaque sous-bassin hydrologique. Et nous avons également des stations hydrométriques où il y a la crue des eaux. Donc, pour cette évaluation, parce que c'est basé sur des données, nous avons dû recueillir plusieurs ensembles de données pour recueillir les informations qui étaient nécessaires pour cette étude dont je vais décrire les résultats. Comme vous pouvez le voir, d'après les données recueillies, qu'on peut trouver par les laboratoires Oak Ridge dans leurs archives. Donc, on peut extraire ces données dans toutes les stations météorologiques des premiers sous-bassins hydrologiques, mais il faut qu'il y ait les autres variables qui sont utilisées dans l'analyse présente, c'est que ceux qui sont identifiés en orange, d'autres variables sont utilisées en même temps. Les autres informations dont on avait besoin, eh bien, c'était au niveau du vent et cela venait de la station météorologique Caribou qui est sur le site principal vers le Woolstock, vers le haut du Woolstock. Ensuite, nous avons dû avoir des données hydrométriques au niveau des charges des bassins versants et ça vient de Environnement Canada. Et puis, évidemment, la dernière information qui a été utilisée est en rapport à la perte de couverture de la forêt qui fait partie de ce programme plutôt général qui s'est fait de 2001 à 2018. Alors, si nous considérons les forêts dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, vous voyez que c'est plutôt variable. Il y en a quelques-unes qui ont une végétation qui a regrandi avec des conditions qui sont plutôt vides de végétation. Il y a de la végétation qui a repoussé. Donc, en ce qui concerne cette variabilité avec les conditions forcées. Donc, en ce qui concerne la considération des bassins versants ou des sous-bassins versants, eh bien, nous avons caractérisé les pourcentages de changement sur le temps et ça vous donne l'échelle de l'enlèvement par année. Et donc, vous avez les résultats cumulatifs à cause du patrimoine qui nous reste de l'année d'avant et de la deuxième année, etc., etc. Et donc, cela doit s'additionner pour les changements cumulatifs avec cette couverture forcée sur le temps. Et lorsque nous considérons les 4 différents sous-bassins versants, eh bien, les plus petits de 0,1 à H002, qui est celui-ci ici, eh bien, vous savez que c'est là où nous avons le plus de coupes en ce qui concerne les plus petits sous-bassins versants. En ce qui concerne les deux premiers bassins versants et le deuxième ici qui se met par-dessus le premier, eh bien, nous avons environ le même niveau de coupe par année. Vous avez quelques petites différences, mais en gros, c'est plus ou moins la même chose au niveau de l'augmentation des couches annuelles jusqu'à 2018. Le moins de coupe est faite dans le troisième bassin versant, la G003 et la G004. Alors, plutôt que d'utiliser les noms compliqués, je vais dire le premier,
1, le bassin versant 2, 2, bassin versant 3, 3, bassin versant 4, 4, et pour toutes les autres diapositives qui sont à voir seront dans le même ordre. Et donc, c'est uniquement pour garder les choses plus ou moins simples. Alors, en ce qui concerne les études que nous avons faites au niveau annuel, eh bien, nous avons essayé de voir quelles étaient les conséquences avec les coupes permanentes sur plusieurs décennies. Et donc, ici, vous avez donc la couverture forcée, et sa cartographie ici, sa carte ici, et donc ça vous montre les terrains arables, vous avez les terrains résidentiels, les bassins d'eau, et donc ça c'est vraiment la base de données qui nous est de départ avec les utilisations au niveau des pourcentages, et donc ça va nous donner les fondations pour les variations en ce qui concerne les ouvertures forcées. Alors, l'essentiel de cette recherche, c'était vraiment d'examiner les interactions entre tous les climats hydrométriques et les couvertures qui sont viables. Alors, pour avoir cette approche et les méthodes d'analyse, eh bien, nous avons pris 3 méthodes en considération, c'est-à-dire ce sont des méthodes de statistiques. Hein. Il y en a quelques-unes peut-être que vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas grave. Hein. Vous avez le Pepper-Dust Talk, hein, qui, je ne m'attends pas à ce que vous compreniez toutes ces méthodes technologiques, mais vous sachiez que la méthodologie utilisée historique, eh bien, c'est que vous avez des relations de causalité, alors que vous avez des relations non linéaires, et donc nous devons le faire parce que quelques-unes des caractéristiques de ces systèmes que nous considérons, eh bien, ont des caractéristiques de non linéaires et aussi linéaires, mais dans la plupart du temps, c'est linéaire. Alors, au niveau de la première analyse, eh bien, cette première analyse que nous avons faite, nous voulions savoir si les différentes méthodes qui étaient basées sur différentes suppositions, eh bien, pouvaient s'attacher à ces caractéristiques. Et donc, la première approche, c'était un modèle, c'était une approche de modèle, et donc, cela nous a permis d'avoir toutes ces informations et de pouvoir mettre en place cette analyse en elle-même, où les variables que nous voyons ici dans la boîte simple, eh bien, sont des variables qui peuvent être mesurées ou qui ont déjà été mesurées pour les informations dans ce sous-bassin, dans cette station météorologique Caribou. Donc, vous avez toutes ces variables qui sont dans les boîtes, qui ont été mesurées, et les variables qui sont dans les cercles, eh bien, ce sont des variables qui n'ont pas été mesurées. Pourquoi utilisons-nous des variables non mesurées? C'est parce que la façon dont nous comprenons le système, eh bien, nous savons que la production d'eau qui coule, d'eau d'écoulement, de fonte des glaces, pardon, est un facteur. Et l'autre variable, l'autre indicateur de variable ici, qui est l'air, hein, qui est la masse de l'air au niveau des échanges, et alors que la masse de l'air se déplace sur la Terre, eh bien, vous avez une absorption qui se fait avec la Terre, hein, avec cette couverture de terre, mais aussi des variations. Et cette dernière variable, eh bien, sur la Terre, c'est l'écoulement. Et donc, lorsqu'on rassemble tout cela, eh bien, c'est une description du système qui est en relation avec les variables météorologiques en ce qui concerne le flux et le taux de décharge de flux. En ce qui concerne les variables en bas, eh bien, c'est le taux de flux, et celui-ci, c'est donc l'eau de la fonte des neiges qui est l'équivalent, quelles sont les précipitations, quels sont les moments de l'année, alors que vous avez, par exemple, celui-ci ici, c'est donc les pressions au niveau des vapeurs de l'air, avec donc la masse d'air, et les changements de température. Et puis, toute cette terre que vous voyez
voyez ici, eh bien, sont en relation avec deux variables. La ligne bleue solide, c'est une relation directe, et la ligne rouge solide, eh bien, c'est une relation directe et avec l'écoulement, et celle qui est à pointillé, eh bien, ce sont les effets indirects. Qu'est-ce que ça veut dire, les effets indirects? Eh bien, ça veut dire que nous savons qu'il y a un effet d'une variable à l'autre, et cet effet indirect, eh bien, c'est qu'il passe par d'autres variables qui ne sont pas connues. Mais nous savons que, par rapport à ce que nous voyons ici, nous savons qu'il y a une relation qui est établie entre entre deux variables qui nous amènent à la production de l'eau nette avec l'eau de fonte des neiges et les précipitations. Autre chose aussi, ce sera le flux au-dessus des terres, qui, nous savons que c'est quelque chose de compliqué. Il y a beaucoup de différents chemins pour y arriver, n'est-ce pas? Et donc, nous avons cette flux d'eau et le taux d'eau qui se passe. Alors, autre chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un feedback linéaire, c'est-à-dire que vous avez les jours d'écoulement de la fonte des neiges, des précipitations, et donc ça, c'est aussi l'accumulation sous terre de la neige qui est représentée par les petits points que vous voyez ici. En général, c'est ce modèle, comme nous le voyons ici, eh bien, ça suit le modèle des données assez bon. Donc, les données confirment cette compréhension que nous avons avec un système dit hydrique. La prochaine approche, c'était de savoir, avec une machine intelligente et qui pouvait comprendre ce qu'on appelle le boosting gradient extrême, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça existe, et donc c'est quelque chose de c'est un outil très puissant que nous pouvons utiliser, surtout pour des relations non linéaires. Donc ici, nous avons donc ce qu'on appelle le gradient boosting extrême qui nous montre la rivière, et ça vous montre ici, sur le temps, que cette approche peut amener de très très bons résultats. Ici, nous avons la distribution du prédictif par rapport au modèle qui avait été créé, et donc ce que nous avions donc mis en place. Donc la prédiction par rapport au modèle. En association avec ce modèle et ce développement de modèle, eh bien, c'est que nous avons les résultats additionnels, l'importance assez relative de différents facteurs ou de variables, et qui, dans ce cas, peuvent être considérés comme étant en relation au flux d'eau et au changement de ces flux d'eau, par exemple au printemps, et dû à la fonte des neiges. Le changement le plus important est en relation avec donc les jours de fonte de neige, et donc vous avez ensuite, après le printemps, moins d'écoulement des eaux de fond de neige, et donc vous avez donc une différence exponentielle, et nous voyons une augmentation qui est due à la pression de la vapeur, et ça c'est important parce que nous avons ces précipitations ici. La précipitation, c'est en ce qui concerne la pluie et non pas la neige, et donc nous voyons ici cette relation avec la pluie. Ça se passe lorsqu'il y a des tombées de neige, mais ce n'est pas assez important sur la période de 17 ans que nous considérons ici. L'approche suivante, c'est ce que nous appelons une cartographie croisée convergente, et cette méthodologie a été développée avec la théorie des dynamiques non linéaires de ce système. Et donc c'est une façon efficace d'essayer de comprendre ces relations et comment elles sont linéaires ou non linéaires. Donc ici,
nous avons une table qui nous montre différentes valeurs. Et donc ça serait, par exemple, c'est pour que vous voyez cette boîte qui est vraiment pour concentrer vos yeux et pour voir la fin de la table. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons créé l'écoulement de la fonte des neiges en tant que fonction. Donc, vous avez ces deux types ici. Et ensuite, nous avons considéré la relation entre ces situations où vous avez A à B, donc A, vous avez donc les jours de degrés de neige, et ensuite l'équivalent de l'eau de fonte des neiges, et donc nous avons A, B, et la relation entre B, A, et donc nous avons pu déterminer le taux de causalité s'il est directionnel ou bidirectionnel. Et donc en ce qui concerne les jours de degrés de neige, eh bien nous avons cette causalité avec une catégorie de 3. Donc vous avez la présence de causalité bidirectionnelle avec deux variables qui se touchent l'une et l'autre. Et ça, c'est une espèce de feedback. Et donc nous faisons la même chose pour l'eau de l'écoulement de la fonte de neige. Et donc vous voyez l'équivalent ici, vous avez une causalité linéaire. Et donc ça, c'est en relation directement avec ce feedback que nous avons constaté dans le modèle d'équation structurelle, et nous voyons les lacunes ici, et donc ça nous dit que cette relation est linéaire. En ce qui concerne les forces de causalité, cumulative des forêts, de la perte, nous voyons que c'est unidirectionnel, parce que si c'est unidirectionnel, eh bien ça veut dire que les forces cumulées ont un impact sur ce taux de flux, mais c'est tout à fait logique. Et donc, cette méthode montre cela. Et donc, vous voyez ce déversement ici grâce à cette causalité avec ces pertes. Or qu'il y a une cause unidirectionnelle, comme les vapeurs d'eau vont se condenser et vont dégager de la chaleur et vont amener la fonte des neiges. Voici une modélisation de cette cartographie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'un des éléments de ces méthodes, c'est qu'il y a de la convergence grâce à cette courbe de prédiction, démontre les niveaux sur l'axe Y. Chaque fois que vous voyez qu'il y a de la convergence, ça veut dire donc non seulement la valeur P est moins de 0,5, ça démontre qu'il y a un lien. La ligne noire remonte A et B, et donc A force B, et la ligne rouge démontre que B force A. Donc on peut voir que la valeur P est plus élevée que 0,5. Donc, vous voyez que ce n'est pas réaliste, c'est ce que vous obtenez. C'est A qui agit sur B. Donc, en termes de déversement des eaux. Donc, B, c'est la même variable, mais la seule différence, c'est que E, c'est la quantité de neige, les journées de précipitation de neige, et les valeurs AP sont moins de 0,5, donc c'est valide. Donc, ça coïncide avec le modèle M, et bien sûr, il y a des rétroactions associées à ces variables. Donc, lorsqu'on regarde ce tableau, c'est de regarder tout simplement les sous-bassins. On va regarder le taux de perte de couverture forestière et la quantité de perte de couverture forestière. Et on va regarder la conversion de ces éléments en
en force. Donc, au début des années 2001-2003, on peut voir que les signes pour le ratio de bruit est faible. Donc, on ne peut pas vraiment déceler ces liens. Mais quand on regarde la perte de force cumulative, donc quand ça va au-delà de 3-4%, nous commençons à capturer ce signal. Donc ça, c'est la force des sous-bassins, les sous-bassins sur lesquels il n'y a pas d'impact. Lorsqu'on parle du lien entre la couverture des forêts et les bassins, c'est lorsqu'il y a moins de 1% d'extraction au cours des 17 ans. On n'arrive pas à déceler le signal, donc on peut facilement se tromper et dire qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Donc, quand on regarde ce scénario, donc l'utilisation des terres versus la non-utilisation des terres, à savoir s'il y a un impact, cette méthode est utilisée. On regarde une approche de boosting, où est-ce qu'on préconise aucune coupe, où on fait des coupes répétées. Et il y a une augmentation des coupes forestières au cours des 17 ans. Ce qu'on peut observer quand on compare les deux, c'est qu'on peut voir que les coupes ont augmenté au cours des 17 ans et ça a créé une augmentation de 32%. Et pour les autres sous-bassins, c'est 13%. 11% pour le troisième et pour le plus petit, et donc une augmentation de 13%. Donc, selon les deux scénarios évoqués lorsqu'on parle des coupes forestières. Bien sûr, il faut tenir compte que le climat crée des tendances. Ce qu'on peut observer, c'est que les sommets enneigés, il y a des zones chaudes où il y a une accumulation d'eau fondue qui provient de la fonte des neiges dans les sous-bassins. Donc, ça a une signification statistique. Et quand on regarde les sous-bassins, on peut voir que c'est assez significatif. Si on regarde la gamme, les valeurs clés vont de 0 à 1. Donc, bien sûr, la valeur P reste toujours à 0,5, qui est le seuil. Donc, ça nous indique une diminution de l'eau qui provient de la fonte des neiges. Donc, en 2008, c'était un exemple, 1,6 mètres d'eau qui s'est accumulée dans le sous-bassin. Et pour ce premier sous-bassin, on peut voir qu'il y avait une augmentation notable dans le taux de déversement pour ce bassin. Et on regarde le second sous-bassin. Cette zone, c'est une zone atténue du côté ouest du bassin. Non. Toutes les valeurs, vous pouvez voir que ces couleurs sont variées. Ça veut dire que ces données n'ont aucune importance statistique significative. Maintenant, si on regarde le taux de débit entre les saisons, on peut voir que tous ces bassins versants ont connu une augmentation, à part le troisième sous-bassin. On n'a pas pu noter une augmentation
Donc, c'était à 0,6 au lieu d'être 0,5. Donc, il n'y avait pas vraiment une importance que nous pouvions noter de façon statistique. Donc, on peut indiquer la différence en ce que nous avons calculé d'après les calculs sur les coupes forestières et aucune coupe forcée. Donc, nous voyons qu'il y a une tendance à ce qui se manque avec le temps. Ce qui veut dire, donc plus on fait des coupes, donc on concentre, on cumule les coupes forestières et on peut observer des effets qui peuvent perdurer de 15 à 30 ans. Et ces effets cumulatifs ont un impact sur le débit d'eau. Il y a eu un impact entre 2001 et 2018. Voici le travail que le Dr Chalabi va vous parler. C'est une approche tout à fait différente. Et ces études démontrent la même chose. Donc, c'est de 2008. La ligne rouge démontre les coupes contrôlées et la ligne bleue qui utilise les coupes selon les données. On va pouvoir qu'en 2008, ça a causé une augmentation de 27%. En 2018, puisqu'il y a plus de coupes, donc de 2008 à 2018, on peut voir que ça a augmenté de 5%. Donc plus on coupe, plus le débit augmente. Et c'est cohérent avec ce que je vous ai montré dans la dernière colonne. Donc, deux approches différentes qui démontrent le même résultat. Nous allons continuer à observer ces faits. Nous voulons nous assurer que le travail soit exact, peu importe la méthode utilisée. La prochaine étape, c'est d'utiliser un modèle dans les sous-bassins pour observer les résultats. Le Dr Chalabi, désolé, il nous dit pour l'interprète, il va parler de la résolution lorsqu'on va parler du traitement de ces modélisations hydrologiques. Merci, Dr Bourque. Maintenant, nous allons céder la parole à Ahmed Chalami pour passer à travers sa présentation. Dr Chalabi, à vous. You hear me? Yeah, we can hear you. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, oui, bonjour à tous. Bonjour. Je suis très heureux d'être invité à ce webinaire. In spring 2008, Woolastock Basin witnessed a severe flood. Et donc, en avril-mai 2008, il y a eu une inondation très importante dans la ville de Fredericton. Cette crue de
The large portion of the downtown Fredericton city is inundated by the river Donc, vous voyez que le centre-ville de la In ville est spring, complètement inondé. 2012 was not severe downstream, but upstream, Donc, where le problème n'était pas vraiment vers la bouche de la rivière, mais plutôt, ce n'était pas en aval, mais c'était plutôt en amont. Et donc, encore une fois, ça s'est passé donc en 35 ans. Ce que vous voyez ici, eh bien, nous avons dû nous parler du changement climatique et la fréquence de ces événements climatiques et de ces inondations, et donc l'influence que l'on a sur la nature en elle-même. Cette présentation va vous montrer... L'interprète s'excuse, mais l'intervenant parle très très doucement et malheureusement, l'interprète n'entend pas vraiment ce que l'intervenant est en train de dire. Donc, vous avez des inondations qui se passent au printemps. Et donc, nous avons des évidences dans le cadre du travail que nous avions mis en place. Yes. Would you be able to speak a little louder? The interpreter's having a hard time making out everything you're saying. Okay. Thank you. Shall I start from the beginning or just from now, from here? We can continue. No, On peut you can start continuer. from where you are now. Thank you. Okay. But maybe get the microphone closer. Peut-être le micro un peu plus proche. At the beginning, I started by an introduction Au début, to the nous regional avons climate model. parler du modèle climatique régional et ensuite le retrait annuel de la forêt dans le bassin supérieur du Wollastok. Après cela, nous verrons comment nous avons pu concevoir une expérience pour simuler cette configuration et finalement, nous verrons les résultats de cette simulation pour avoir une approche qui soit viable et comprendre le phénomène. Pour savoir quel est le modèle régional de climat, nous avons dû comprendre comment le modèle de climat mondial est basé sur différentes équations. Et ces équations sont les fondations pour comprendre les variables, pour que ce soit donc au niveau du momentum, que ce soit au niveau de l'énergie ou de la densité. Ces équations montrent les différences atmosphériques, que ce soit la pression, la température, les vapeurs d'eau ou les flux de vent. Donc, nous parlons des modèles océaniques. Donc, le modèle mondial du modèle mondial pour les océans et l'atmosphérique, ce qu'on appelle l'AOGGM, eh bien, ça nous montre ce que nous appelons donc les phénomènes climatiques mondiaux. Et donc, ce modèle, vous avez ce qui inclut la formation des nuages, la chimie, le processus chimique, et puis évidemment tout ce qui se passe au niveau de l'eau lorsqu'elle rencontre la Terre. Alors, vous avez donc les composantes du modèle qui sont comme cela. Vous avez par exemple, les systèmes de transport aérien qui changent l'aspect chimique de la troposphère. Et cela, nous devions donc l'inclure dans notre étude. Donc, le modèle atmosphérique, encore une fois, si le monsieur pouvait parler plus fort, rapprocher son micro d'une certaine façon. Et donc, nous avons dû mettre en place une langue pour programmer le modèle et avoir cette simulation et pour pouvoir prendre en jeu tous ces facteurs. Et quelquefois, nous n'avons pas malheureusement toutes ces données qui sont disponibles dans des stations météorologiques locales. Alors, la réduction d'échelle dynamique régionale et sa valeur ajoutée pour les projections climatiques actuelles et futures, c'est-à-dire vous avez donc le modèle climatique d'origine devient un outil attrayant pour pouvoir étudier le climat régional et local,
parce que vous n'avez pas besoin d'avoir trop de ces données. C'est très facile à utiliser cet outil, alors que nous pouvons augmenter la solution des modèles tout en finissant les systèmes que nous avions mis en place. Comment est-ce que nous pouvons appliquer le modèle de prévision, le modèle de météorologique et de climat mondial? Comment pouvons-nous l'appliquer et le mettre en place sur ce modèle? Eh bien, nous avons eu donc nous nous sommes inspirés donc du modèle de climat mondial, avec une discrétisation verticale et de discrétisation horizontale de cette façon-là. Au niveau du modèle de climat mondial, eh bien, il y a beaucoup de composantes qui représentent des différents processus chimiques, et que ce soit l'atmosphère, les océans, le climat, etc. Et donc, nous parlons de cette simulation maintenant. Eh bien, cette simulation doit être au-delà du domaine d'intérêt. Et ça, c'est vraiment important pour comprendre les vents qui arrivent et les températures de ce vent. Le domaine de simulation est 200 par 200 par 18. Et donc, ça, c'est une réalisation horizontale à 5 km et une intervalle de simulation entre 2007 et 2019. Nous avons terminé de valider ce modèle de simulation, mais nous avons essayé de simuler le cycle annuel de la température dans les différentes stations météorologiques, mais le modèle n'a pas toujours très bien fonctionné, et donc ce n'est pas toujours très précis. Lorsqu'on parle de l'hiver. Alors, le bassin du Woodstock supérieur et ses 8 sous-bassins, eh bien, ont montré que nous avons des bassins qui ont perdu jusqu'à 25% de sa couverture. Comment pouvons-nous préparer le modèle pour simuler l'impact? La raison pour laquelle nous regardons cela de cette façon-là, eh bien, a été fondé sur des études qui ont été faites il y a beaucoup plus longtemps, dans les années 90. À partir de 2008, le bassin supérieur, eh bien, vous voyez par exemple les cultures qui sont ici en bleu. L'interprète s'excuse encore, mais il ne peut pas entendre clairement ce que dit l'intervenant. Et donc, vous avez cette couverture forestière qui a été recouverte par des terres arables. Et donc, ce panneau donne de la couverture terrestre pour le cycle de contrôle, et nous estimons le changement qui s'est passé dans ce cas-là. Alors, cela vous montre les différences entre les changements de couverture avec la simulation et entre 2008 et 2018. Et donc, vous voyez que les forêts la couverture forestière a changé entre 2008 et 2018. Et pour comprendre cela, nous devons comprendre comment l'équilibre se fait au niveau des flux d'eau et au niveau de... lorsque nous voyons ce flux, eh bien, nous voyons que cette couverture forestière était beaucoup plus présente, et donc
nous pouvons nous rendre compte qu'il y a plus d'évaporation, évidemment, lorsqu'il y a moins de couverture forestière. Et encore une fois, nous avons cette couverture qui permet de se remettre sur le modèle de simulation que nous avions auparavant. Alors, le change au niveau de la surface de l'écoulement, eh bien, vous voyez, c'est les différences. Nous avions le modèle qui prédisait qu'il y avait une coupe des forêts qui se continuait et qui pourrait avoir un effet sur donc, le flux des eaux. Et comme nous l'avons vu auparavant, pour le ruissellement de surface cumulé montrant le ruissellement de surface additionné sur le bassin supérieur du Woodstock pour la période de décembre à avril, eh bien, nous voyons les différences et avec les lignes rouges et bleues qui représentent le contrôle modélisé, ce qu'on appelle le CTL, et l'expérience du changement de couverture terrestre respectivement. Et donc, ça, c'était pour justifier comment nous pouvions voir les choses. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, l'interprète s'excuse, mais malheureusement, l'intervenant parlait très bas, sa voix était très basse. Merci beaucoup, Dr. Achalabi. Nous allons maintenant passer la présentation à Junyuki. Dr. Key, vous pouvez y aller et nous faire votre présentation. Okay, can you hear me now? Vous pouvez m'entendre? Yes, we can hear you. Okay. On ne vous entend pas beaucoup, monsieur. Alors, bon après-midi à tous. Je m'appelle Jun-Chi. Je suis un chercheur à l'Université du Maryland. Je suis ravi de faire partie de ce séminaire et d'être un intervenant. Tout d'abord, je veux me présenter. J'ai reçu mon doctorat en géologie et en gestion des eaux. Et après cela, je suis arrivé à l'Université du Maryland pour faire mon post-doctorat. Et donc, je voulais pouvoir étudier les changements des bassins versants, que ce soit en amont ou en aval. Et donc, je veux vous parler de ce que nous faisons dans le projet de la rivière Saint John en amont. Alors, nous avons donc ici la prise de décision dans la gestion des ressources en eau du terrain aux petits et grands bassins versants. Alors, tout d'abord, nous devons comprendre le problème de ressources en eau, les meilleures pratiques de gestion. Et ensuite, nous allons parler des expériences sur le terrain et comment nous allons pouvoir comprendre comment les choses vont se passer. Et ensuite, je veux parler de développer cette application au Nouveau-Brunswick et puis la conclusion de mes recherches. Alors, comme nous le savons, l'eau fraîche il y a des problèmes de ressources en eau, n'est-ce pas, qui sont dus au changement climatique. Les changements climatiques, malheureusement, vont probablement
avoir des événements météorologiques extrêmes qui amèneront des sécheresses et des inondations. Environ 70% de l'eau douce de la planète est utilisée pour l'agriculture. Et donc, évidemment, la pollution de source s'est empirée et nous avons donc l'érosion des sols qui réduit la productivité agricole. Pour avoir de meilleures pratiques de gestion des eaux, eh bien, nous devons avoir un plan de gestion qui soit promu et utilisé. Ces pratiques peuvent aider à prévenir l'érosion des sols, à réduire les pertes de nutriments et aussi à conserver l'eau du sol et à maintenir la productivité des terres. Cependant, lorsque nous parlons des preneurs de décision et des parties prenantes, eh bien, ces facteurs sont vraiment très, très importants et pourquoi ils devraient être mis en place sur le terrain. C'est-à-dire que vous voyez des preneurs de décision et les parties prenantes qui donc sont ici pour prendre en considération ce que nous avons ici. Et donc, nous pouvons construire et mettre en place des expériences pour voir l'efficacité du modèle. Mais nous ne pouvons pas, malheureusement, faire des expériences parce que cela prend du temps. Et les résultats, malheureusement, de ces expériences ne sont pas transférables dans d'autres cycles d'études. Et donc, on ne peut pas les valider. Autre façon, c'est d'utiliser des modèles hydrologiques pour évaluer les effets. Les bénéfices d'utiliser ces modèles sont évidents. Par exemple, on peut donner des résultats exacts et on peut envisager des scénarios. Désolé, inaudible pour l'interprète. De toute façon, il y a quand même des difficultés, surtout pour les décideurs et les parties prenantes qui ne sont pas des experts en ce domaine. Ce modèle n'est pas flexible et il est compliqué et demande beaucoup de traitement de données intensif. Donc, un système pour la prise de décision qui se base sur les modèles hydrologiques, nous avons créé un système de support pour la prise de décision. Donc, c'est pour essayer de prévoir des résultats. Donc, on peut développer ce processus selon les modèles, également avec l'expertise de chercheurs. Donc, l'idée de base, c'est qu'on utilise des modèles régressifs pour établir des liens entre des éléments de prédiction et des éléments. Désolé, l'orateur est très difficile à comprendre et à entendre pour l'interprète. Donc, nous pouvons bien sûr appliquer notre expertise. Il y a tout plein de méthodes qu'on pourrait utiliser pour établir des liens entre ces éléments de prédiction et les variables. Donc, c'est ce qu'on a utilisé, certaines de ces méthodes pour le projet sur la rivière Saint-Jean. Je vais discuter ce dont j'ai fait. Donc, nous avons besoin de modèles hydrologiques pour cette étude. Le modèle que j'ai utilisé est un modèle SWOT. C'est un des modèles les plus utilisés. Ça a été développé par la USDA pour simuler la qualité et la quantité d'eau
Et en tenant compte des bassins versants, donc il y a beaucoup d'options de gestion dont on a besoin pour la prise de décision. Donc, nous devions nous assurer que le modèle pouvait créer une simulation crédible. Il fallait recalibrer ce modèle et le valider. À cette fin, nous avons utilisé le sous-bassin Brook. Le sous-bassin Black Brook sera utilisé. Désolé, inaudible pour l'interprète. Donc, on parle d'un sous-bassin en amont de la rivière Saint-Jean. On peut tirer des résultats d'études qui ont échoué. On peut utiliser les résultats obtenus lors de ces recherches pour les comparer à d'autres méthodes. Donc, ce processus est compliqué. C'est un processus qui doit être validé. Donc, nous devions recalibrer ce modèle. Nous avions élaboré différents scénarios pour créer des simulations, pour obtenir des résultats. Avec l'aide, nous étions en mesure de simuler la quantité et la qualité d'eau pour cette étude. Donc, pour utiliser ce système pour soutenir la prise de décision, ici, à cette fin, nous avons comparé des simulations de modèles avec le système de prise de décision et nous l'avons recalibré. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails en termes de résultats. Donc, les résultats nous montrent que le système de la prise de décision, en termes de quantité et de... Désolé, inaudible pour l'interprète. Ce qui est encore mieux, c'est qu'il a fallu recalibrer nos modèles. Nous voulions remplacer ce modèle SWOT par un système qui fonctionnait mieux pour un environnement de plus grande envergure. Nous voulions évaluer l'impact des changements de couverture pour les sous-bassins au Nouveau-Brunswick. Donc, pour le projet de la rivière Saint-Jean, on a utilisé la même approche pour le processus de prise de décision. Donc, nous avons... Désolé, inaudible pour l'interprète. Donc, ces systèmes sont des outils pour les preneurs de décision, pour les aider à mieux gérer les bassins hydrologiques. Merci, Dr. Key. Merci au Dr. Bourque et Chalabi. Et pour tous les autres chercheurs et les parties prenantes qui ont participé à ce projet de recherche, maintenant, nous aimerions inviter tous les participants. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les en les écrivant dans la boîte de clavardage. Et nous
les passerons en revue avec l'équipe de recherche. Donc, les questions en français seront traduites en anglais, pardon. Donc, vous aurez accès à la traduction de ce webinaire avec l'interprétation en français. Nous espérons vous envoyer un sondage d'ici la fin de la semaine pour évaluer le succès de ce webinaire. Donc, si vous aimeriez avoir un enregistrement de ce webinaire, nous allons travailler avec les interprètes pour créer une version bilingue que nous mettrons à votre disposition. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les indiquer dans la boîte de clavardage. Okay, so we have a couple of questions in these chats. Nous avons quelques questions dans la boîte de clavardage. La première question, est-ce que le DSS est prêt à l'utilisation? Est-ce que vous pouvez le partager? Pour le DSS, nous sommes à la première étape. Nous allons créer une interface utilisateur. C'est ce que nous faisons maintenant. Si vous voulez utiliser, vous devez suivre nos directives pour savoir comment l'utiliser. Thank you, Dr. Key. Merci, Dr. Key. Prochaine question. Pourriez-vous nous indiquer les prochaines étapes pour du projet? Je pense que je vais répondre à cette question. Donc, c'est une question de James. Le projet, tel qu'indiqué, c'est un projet d'une durée de 3 ans. Et nous en sommes presque à la fin de la 2e année. Nous avons fait beaucoup pour générer les modèles climatiques régionaux, soit d'un point de vue historique qu'on utilise comme point de référence, également pour l'avenir, c'est-à-dire de 2020, de 2000 à 2100, donc 100 ans de conditions météorologiques. Tout a été fait. Donc, ce sont dans des serveurs à haute capacité. Donc, nous devons utiliser ces données climatiques, soit les modèles historiques et les prévisions, pour essayer de voir, d'envisager les prédictions en termes de changement climatique. J'aimerais regarder le modèle hydrologique. C'est différent du modèle dont a parlé le Dr. Chi. Ça fait la même chose. Mais la seule différence, c'est que nous ne nous soucions pas de la qualité de l'eau. Donc, c'est ce que nous avons envisagé. Nous allons continuer à créer des cartes basées sur l'utilisation de la terre
et des simulations. Est-ce qu'on peut prédire en termes de changement climatique? Dr. Shi et ses étudiants en maîtrise et le Dr. Mon et le Dr. Lee travaillent très fort pour les enjeux de qualité de l'eau du projet. Donc, il y aura une fusion des résultats pour la caractérisation de l'eau, la qualité de l'eau, une fusion entre les différents éléments de ce projet. Merci. Prochaine question de Dr. Chapman. Je travaille d'un sous-bassin, d'un bassin versant. Il parle de certains facteurs qui contribuent aux inondations. Quels sont les messages que vous voulez envoyer aux populations qui habitent en amont? Donc, les messages que je reçois de cette étude, c'est que la déforestation crée potentiellement plus d'inondations et il faut garder à l'esprit que les changements... Donc, ça peut changer des changements climatiques et des changements en termes de couverture forestière. Donc, on ne peut pas seulement passer... Il faut tenir compte des conditions météorologiques. Ce que nous observons, c'est que le potentiel peut augmenter les inondations avec les coupes forcées, les coupes forestières et la déforestation. D'accord, parfait, merci. Donc, maintenant, est-ce que ce projet peut nous indiquer quoi que ce soit sur l'augmentation des algues bleues? Je vais laisser cette question à d'autres. Dr. Chi? Yeah, I can address this question. Oui, je peux répondre à cette question. Donc, pour la partie des simulations de la qualité de l'eau, je pense que les algues aussi, on peut être simulées en amont. Mais cette étude n'était pas, ceci n'est pas le cœur de notre projet. Hein. Nous voulions parler des différentes choses qui étaient en rapport à l'eau dans cette région, mais en ce qui concerne les algues, eh bien, si nous pouvons générer ces données grâce à ces modèles, eh bien, nous pouvons incorporer, pour sûr, hein, l'assimilation de certaines algues, et ensuite nous pouvons les mettre dans le système en lui-même. Que ce soit des changements quels seraient les changements qui se passeraient avec ces algues et le processus. Je pense que ça pourrait aller, mais ce n'était pas notre priorité dans notre projet. Hein. Et ça ne l'est pas en ce moment. Merci. Merci, Dr. Key. Alors, question de Samuel Mitchell. La commission environnementale vient de parler de la qualité de l'eau dans 3 bassins dans le pays. Je voulais savoir si vous aviez des commentaires quant aux lacunes sur les données et les informations qui ont été passées par différentes agences fédérales. Je pense que vous vous adressez à moi. Je ne connais pas ce rapport. Je serais intéressé de le voir. Nous essayons de complémenter les données manquantes en utilisant quelquefois des modèles. Et donc, quelquefois, nous allons réunir nos données d'observation avec les données de simulation pour pouvoir compenser pour les informations manquantes. Mais en ce qui concerne la commission, le rapport de la commission de l'environnement fédéral, je ne le connais pas, excusez-moi.
Merci, Dr. Bourque. Nous avons une question de la part de Daniel. Dans une étude des flux, des flux à venir, est-ce que vous pensez que nous devrions ajuster les données qui ont été mises en place sur les premiers flux? Donc, avec les modèles futurs de flux, eh bien, je dois réfléchir à cela. Oui, il y a différentes façons d'avoir une approche pour essayer de passer vers une échelle un peu plus étroite. Et donc, nous pouvons aussi utiliser cela pour l'avenir, parce que ce que nous avons trouvé avec le modèle que nous avons utilisé, eh bien, ce sont les conditions avec lesquelles nous pouvons donc utiliser les données régionales pour passer à une échelle plus basse. En ce qui concerne cela, eh bien, vous pouvez avoir toujours une approche telle quelle, mais vous devez vous assurer que vous avez noté les éléments que vous utilisez avec le modèle de climat mondial, avec des conditions futures, ou alors avec un modèle pratique, c'est-à-dire avec une méthode de statistique pour comprendre comment vous pourriez utiliser cela sur une échelle plus étroite. Donc, lorsque vous suggérez les données de statistiques, eh bien oui, j'ai répondu à la question. Oui, merci, Dr. Bourque. Et je pense que cette dernière question est aussi de la part de James. Est-ce qu'on peut parler des phénomènes météorologiques extrêmes et de la couverture forestière et quels sont les effets de cela? Non, on ne peut pas, mais c'est un très bon domaine dans lequel nous pouvons faire des recherches. Je pense que nous pouvons faire cela avec les modèles alphanumériques et donc les études empiriques que j'ai observées, eh bien, dans ce que nous avons dont nous avons fait l'expérience depuis 17-20 ans, qui faisait partie de la présentation. Mais en ce qui concerne l'avenir, eh bien, je pense que nous devrions utiliser le modèle de climat mondial ou le modèle dont a parlé Dr. Key et des résolutions qui soient tout à fait pertinentes au niveau où les gens font les choses, donc on va dire à 100 à 200 mètres. Mais je pense que si nous pouvons le capturer avec le modèle numérique, si nous voulons essayer de faire quelque chose à ce sujet-là. Merci beaucoup. Une autre question de la part de Daniel. Avec l'évaluation des statistiques empiriques et les modèles que vous avez utilisés, est-ce que vous voyez peut-être un taux d'écoulement qui soit augmenté avec un ACP à 2.6 et 4.5, avec ces scénarios de 2.6 à 4.5? Alors, en ce qui concerne ce que j'ai montré, en montrant des données historiques, surtout à court terme, en parlant de peut-être de l'avenir immédiat, du futur immédiat. Si les tendances sont telles que nous les avons constatées, eh bien oui, les résultats le montreront. Mais sur le long terme, où il y a un changement potentiel du taux de précipitation et surtout au niveau de la neige, de la tombée de la neige, eh bien, nous allons voir un changement au niveau de ces taux. Et donc, les relations desquelles nous parlons seraient peut-être complètement différentes parce que la neige se tient en tant que réservoir. Vous avez une accumulation en ce qui concerne des précipitations de neige. Pour la pluie, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'entreposage. Et donc, nous avons des écoulements qui sont complètement différents, des taux, des régimes d'écoulement qui sont complètement différents. Donc, il faut faire très attention avec l'utilisation des données historiques parce que cela représente notre passé immédiat et ça ne représente pas nécessairement le futur.
Donc, en ce qui concerne 2.6, eh bien, 2.6, c'est moins agressif en tant que scénario. Et le 4.5 à 8.5, vous allez vous remonter l'échelle à des scénarios beaucoup plus agressifs. Et ce sera intéressant de observer quelles sont ces différences. Et bien sûr, en relation au niveau du réchauffement. Et donc, lorsqu'on passe d'un 2.6 à 8.5, qui est vraiment une trajectoire sur laquelle nous sommes, eh bien, le taux de réchauffement et au niveau du temps que cela prend sera différent. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne ce changement des précipitations dues à la neige par rapport à un système de précipitation pluviale? Merci, Dr. Bourque. Si nous n'avons pas plus de questions, je voudrais moi-même poser cette question. Eh bien, alors que nous arrivons vers la fin de ce webinaire, si vous pouviez répondre à cette seule question, s'il vous plaît. S'il y a une chose que nous devons retenir de ce webinaire, qu'est-ce que ce serait? Si chacun des intervenants pouvait répondre à cette question, ce serait vraiment très bien. Je pense que la chose qu'il faut retenir, c'est vraiment que nous espérons nous occuper de ce qui se passe au niveau du rôle de lorsqu'on enlève, lorsqu'on déforeste, par exemple, avec l'accumulation avec les eaux, eh bien, les articles ne sont pas cohérents en ce qui concerne les résultats que nous avons trouvés pour les attributs météorologiques et les écoulements. Mais ce que nous avons constaté dans le haut bassin du Wolastoq, eh bien, il est évident que la déforestation a un impact important sur l'écoulement des eaux, avec une augmentation, puisque lorsqu'on considère les bonnes conditions météorologiques. Et donc, s'il y a moins de neige, eh bien, évidemment, ce sera un manque correspondant d'écoulement des eaux, puisque la couverture n'avait pas été changée. Si la couverture a été changée, eh bien, les deux qui fonctionnent l'un avec l'autre, ou même l'un contre l'autre, eh bien, nous aurons comme résultat différentes variations auxquelles nous pourrions peut-être ne pas nous attendre. Alors, pour moi, ce qu'il faudrait retenir de la part de ce webinaire, ce serait le besoin d'avoir des systèmes en place. Je pense que c'est très important pour le public à savoir et pour nos parties prenantes. Et lorsque on mentionne cela, on parle de systèmes qui ont des outils qui sont faciles d'utilisation pour les non-experts. Et donc, cela peut aussi donner des résultats tout à fait raisonnables pour ces non-experts, pour pouvoir faire une évaluation et pouvoir mettre en place des changements. Donc, je pense qu'il y a un besoin pour cet outil et dans ce projet, eh bien, j'espère que nous pouvons continuer à parler et à étudier et que nous allons améliorer la précision de la simulation, surtout avec les nouvelles techniques d'intelligence artificielle. Une autre chose importante qui ressort de ce webinaire, eh bien, ce serait que nous pouvons développer une interface pour les participants. Avec cette interface, avec notre public et avec les parties prenantes et avec les preneurs. Et donc, en ce moment, nous utilisons juste les outils scientifiques qui sont à notre disposition. Et je pense que nous devrions travailler là-dessus. Et le coût du
ajouter ces outils qui soient utiles à venir? My takeaway is not a conclusion. Pour moi, ce que je dois retenir, ce n'est pas une conclusion, c'est une question. Est-ce que nous pouvons utiliser les faits présentés et les conclusions présentées pour que ce soit un outil à résister à la destruction de nos forêts, ou est-ce que nous devons juste présenter ces résultats aux législateurs et aux preneurs de décisions? Est-ce que nous avons une responsabilité quelconque, ou pouvons-nous faire quelque chose pour arrêter cette déforestation? Awesome. Thanks so much. Oui, Again, merci to all beaucoup. of our presenters and Encore une everyone who fois, merci à participated tous in nos this webinar today. intervenants et à tous ceux qui ont participé à ce Again, we webinaire are going to be aujourd'hui. sending out a survey by the Encore end une of this fois, week nous to allons get your feedback envoyer on un how this webinar sondage went. pour And if la you fin think de of, semaine pour nous any dire more comment questions ce from webinaire s'est presenters passé. later, 'cause I know that Si always vous avez happens, d'autres questions feel pour free les to just intervenants insert that plus tard, into parce que je the sais que ça se passe survey, toujours, eh and bien we will n'hésitez forward pas them on à to le noter the dans presenters. vos réponses au sondage, Again, et elles thank you seront to soumises everyone aux who intervenants tuned in de to ce watch jour. this Merci webinar encore today. à tous ceux qui sont venus là et qui nous ont regardés pendant Thank ce you. webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. All right. Have a good afternoon, everyone. Voilà, passez un bon après-midi. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.